Bonjour, c'est le temps de commencer le chapitre 4 qui est peut-être le chapitre le plus important du cours, le plus long certainement, celui qui porte sur ce qu'on appelle la géométrie de Schwarzschild. Alors attention, comment ça se prononce? C'est de l'allemand. On ne dit pas, on ne prononce pas Schwarzschild comme on l'entend souvent en anglais, mais Schwarzschild, j'insiste. Donc, il s'agit d'étudier la solution aux équations d'Einstein dans le cas particulier d'une géométrie qui a une symétrie sphérique. Et donc, qui correspond, par exemple, à la métrique causée par la présence d'une masse ponctuelle située à l'origine. Donc, c'est le cas particulier le plus important et on va découvrir, donc, dans la deuxième partie de ce chapitre, les propriétés d'un trou noir. Donc, qui était Schwarzschild? Einstein a publié les équations de la relativité générale en novembre, même fin novembre 1915. Quelques jours plus tard, Schwarzschild, qui était un astronome allemand engagé dans la guerre, donc sur le front Est, dans l'armée allemande, a eu connaissance de l'article d'Einstein et a réussi à en trouver une solution. On se demande pourquoi Einstein ne l'a pas fait lui-même. Et donc Schwarzschild a réussi à résoudre l'équation d'Einstein dans le cas euh, donc d'un système qui a une symétrie sphérique et a communiqué les résultats à Einstein en janvier 1916, qui lui l'a présenté devant une séance de l'Académie royale de Prusse. Et la carrière de Schwarzschild, malheureusement, n'a pas duré tellement plus longtemps, puisqu'il est décédé quelques mois plus tard d'une maladie, alors qu'il a, non pas décédé directement de la guerre, mais il est décédé dans un hôpital militaire sur le front Est d'une maladie auto-immune. Donc, on va revoir ensemble cette fameuse solution de Schwarzschild. La prémisse est qu'on cherche une solution qui a une symétrie particulière, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir un système de coordonnées dans lequel il y a invariance par rotation. Et la meilleure façon de définir ce système de coordonnées, c'est de supposer que ce sont des coordonnées sphériques, c'est-à-dire que on a ici r, θ, phi, les coordonnées habituelles, mais que la métrique ne dépend pas de la direction dans laquelle on regarde le système. Donc, on peut faire des rotations sans que ça affecte la forme du tenseur métrique. Donc, comment est-ce qu'on peut raisonner la forme du tenseur métrique à partir de cette exigence? Mais il faut se dire qu'on pourrait définir des coordonnées cartésiennes associées aux coordonnées sphériques, donc appelons-les donc x1, x2, x3, qui sont les coordonnées x, y, z habituelles. Pardon. Et à partir de ces coordonnées, on peut former certains objets qui sont invariants par rotation. Premièrement, le carré du vecteur R. Alors, le vecteur R, c'est le vecteur formé des trois coordonnées x, y, z. Et vous allez me dire, il n'y a pas de vecteur position en relativité générale dans un espace courbe. On a déjà discuté de ça. Oui, exact. Et donc, le vecteur R ici ne doit pas être considéré comme un vecteur position, simplement comme un vecteur mathématique accessoire, d'accord, qui illustre les symétries du problème. Donc, R carré est une quantité invariante par rotation. Si je prends une différentielle des coordonnées et que j'agence les trois différentiels dx, dy, dz en un vecteur dr, eh bien, le produit scalaire dr, donc, lui aussi serait invariant par rotation. Et de même, je pourrais construire la combinaison R, produit scalaire avec dr, qui serait invariant par rotation. Et ce sont les seules possibilités que j'ai. Donc, encore une fois, ces quantités ne sont que des guides servant à exprimer en fonction de trois coordonnées cartésiennes ou à la rigueur de coordonnées sphériques, des quantités qui sont invariantes par rotation et qui peuvent figurer dans l'élément de longueur. Donc, si on exprime
en coordonnées sphériques, maintenant, r, θ, phi, ces différentes quantités, on obtient bien sûr que le vecteur r au carré est donné par la coordonnée radiale r carré. R scalaire dr serait simplement donné par r fois dr, petit r est la coordonnée radiale. Et plus intéressant, donc le dr scalaire dr, si on considère qu'une différentielle de position en coordonnées sphériques peut avoir des composantes selon θ, enfin des composantes dans 3 directions différentes, eh bien on trouve à ce moment-là dr carré plus r carré sin carré θ d phi carré plus r carré dθ. En fait, il s'agit essentiellement du tenseur métrique habituel, enfin de la métrique habituelle qu'on aurait en coordonnées sphériques spatiales. Donc l'idée, c'est donc qu'on peut écrire l'élément d'intervalle général de cette manière, c'est-à-dire en fonction essentiellement de dt, de dt fois r scalaire dr, de r scalaire dr au carré et de dr carré. Parce que ces possibilités sont les seules qui sont quadratiques en différentiel, comme une métrique ou un élément de longueur doit l'être, et qui sont invariants par rotation. Ça, c'est invariant par rotation. R scalaire dr est invariant par rotation. Évidemment, dt, la différentielle de temps, n'a pas de relation avec les rotations, donc dt fois r scalaire dr est possible, et dt au carré, bien sûr. Donc, j'ai en général une métrique qui fait intervenir 4 fonctions A, B, C, D, qui sont des fonctions de R et de T. Et donc, il s'agit de la forme la plus générale possible d'une métrique à symétrie sphérique. Et en fait, elle est trop générale, on peut la préciser plus que cela, on peut la ramener à une forme plus simple. Et on va montrer dans ce qui suit que la forme plus simple en question est celle-ci. On peut montrer donc qu'on peut toujours supposer qu'il n'y a que 2 fonctions indépendantes, en quelque sorte, A et B, qui dépendent de R et de T, comme ceci. Donc, c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Alors, premièrement, on réécrit le tout en fonction des coordonnées sphériques, c'est-à-dire qu'on exprime tout ça ici en fonction de ça ici et de ça. Donc, on retrouve à la fin, bien sûr, cette expression. Je n'ai pratiquement rien changé ici. Et pour ramener les choses, en fait, j'ai ici un dr carré, ici aussi j'ai un dr carré, donc je vais combiner ces termes-là et je vais plutôt écrire l'intervalle comme ceci. Alors, ce que j'ai fait ici, bien sûr, ça implique une redéfinition des fonctions C et D. Les fonctions C et D sont redéfinies pour qu'on ait ici cette forme, c'est-à-dire que j'ai pris une partie de ce qu'il y avait dans D, je l'ai mis dans C, mais bon, bref, je ne veux pas définir des douzaines de symboles différents, donc je réutilise les mêmes symboles C, mais je vous avertis qu'on a redéfini leur sens ici. Bon. Prochaine étape, on va se définir une nouvelle coordonnée radiale, donc R bar, qui va être définie comme la racine carrée de D. Donc, cette quantité ici va s'appeler maintenant R bar au carré. J'ai le droit de faire ça, bien sûr, c'est-à-dire que je peux faire des changements de coordonnées. Je ne change pas la définition de θ et de phi, ce sont toujours des coordonnées radiales comme avant, mais je change le sens de R. Donc, je lui donne une nouvelle signification. Ça change bien sûr le sens de x, y et z, mais ces coordonnées cartésiennes ou pseudo-cartésiennes ne sont plus importantes maintenant. On s'attarde aux coordonnées t, r, θ et phi. Et donc, je peux toujours m'assurer par un changement de coordonnées que le coefficient de sin carré θ et dθ carré, donc le coefficient de ce facteur, est une coordonnée radiale nouvelle. Alors là, je redéfinis le symbole R pour qu'il signifie R bar. Et donc, les fonctions qui étaient avant A, B, C, qui dépendaient de l'ancienne coordonnée R, vont maintenant
devoir être exprimées comme des fonctions différentes en fonction de la nouvelle coordonnée R bar. Donc, ce sont des fonctions différentes en tant que fonction. Et je rebaptise R bar R, simplement, encore une fois, pour avoir des symboles courants. Et donc, tout cela montre que je peux simplifier encore mon hypothèse et écrire l'élément de longueur de cette manière. L'un des termes que j'aime plus ou moins est le deuxième terme ici, celui qui contient des termes, un croisement entre dt et dr. Alors, je vais essayer de m'en débarrasser aussi en faisant un changement de coordonnées. Donc, pour éliminer ce terme, j'aimerais considérer une expression qui ressemble à ceci. Pourquoi? Parce que quand je prends le carré de ce truc-là, ce que je viens d'entourer, j'aurai un a carré dt carré et un terme croisé qui serait proportionnel à dt dr, donc à b fois a fois dt dr, et peut-être que, bon, je pourrais me débarrasser de ce terme-là avec ce terme croisé, mais bon, effectivement, il faudrait que je divise par a. Donc, pour ce faire, je vais supposer que je peux me définir une nouvelle coordonnée temporelle que j'appelle t bar et qui est définie par sa différentielle. C'est-à-dire que dt bar est défini comme une fonction inconnue encore, que j'appelle phi, fois a dt moins une demi bdr. Pourquoi le préfacteur ici? C'est ce qu'on appelle un facteur intégrant. C'est que je désire que t bar soit une véritable fonction bien définie de t et de r, une nouvelle coordonnée. Alors, je ne peux pas définir nécessairement une telle coordonnée seulement à partir d'une relation différentielle comme celle-ci, qui donne dt bar, parce que, bon, comme vous le savez, il faudrait que dt bar soit une différentielle totale. Si je vous rappelle quelques souvenirs de physique statistique 1, ce n'est pas parce qu'on a une relation différentielle de cette sorte que l'on a une fonction qui va avec la différentielle. Il faut bien sûr que ce soit une différentielle totale. Pour ça, eh bien, il est clair qu'on a ici, de cette relation différentielle, on voit tout de suite que la dérivée de t bar par rapport à t, d'après l'expression de la différentielle, serait phi fois a, comme ça. La dérivée de t bar par rapport à r serait moins une demi b fois phi. Mais pour que ce soit une différentielle totale, il faut que les dérivées croisées soient les mêmes. Donc, il faudrait que la dérivée deuxième, donc, de t bar par rapport à r et t, donc la dérivée par rapport à r de cette entité-là, c'est-à-dire ceci, soit égale à la dérivée par rapport à t de cet objet-là, c'est-à-dire ceci. Donc, cette condition doit être respectée. Bon, c'est une remarque en passant, mais on peut donc montrer que ces relations, ici et là, sont suffisantes pour qu'on puisse trouver une fonction phi et qu'il soit possible de définir t bar, en fait. Donc, c'est un argument purement mathématique, c'est une preuve d'existence, en quelque sorte. Donc, une fois que j'ai montré que j'accepte donc que t bar existe, je peux me fier à cette relation-là et voir ce que ça donne quand je la mets au carré. Donc, je la mets au carré et j'obtiens ça ici. Okay? Donc, quel est l'avantage de cette formulation? Bien, je peux essentiellement, en divisant par phi carré fois a, cette relation-là, je divise par phi carré fois a, et j'obtiendrai ici a fois dt carré. Ici, j'obtiendrai moins b dt dr. Qui serait d'autre part, parce que j'ai divisé par phi carré fois a, ce serait donné par dt bar sur phi carré a, et j'aurai aussi cette partie en dr carré, b carré divisé par 4a. Donc, il est possible de réécrire ces deux termes qui figurent dans la métrique ici en fonction d'une nouvelle variable, t bar. Ce qui me permet
d'écrire maintenant cette forme que je spécialise de plus en plus de la métrique. Alors ici, encore une fois, j'ai redéfini les fonctions A et B et j'ai remplacé T bar par T. Autrement dit, je redéfinis constamment mes symboles parce que je n'utiliserai pas les symboles transitoires que j'avais introduits auparavant. Tout ça pour montrer que finalement, je pourrais très bien définir de manière la plus générale possible l'élément de distance comme ceci. Et c'est le résultat que j'avais promis il y a 2 diapos, donc celui-ci, celui qui est encadré. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a montré que si on suppose une symétrie sphérique, on peut toujours supposer, dans le cas le plus général possible, sans perte de généralité donc, que l'élément d'intervalle dans l'espace-temps a cette forme. A dt carré moins B dr carré plus cet élément-ci. Alors, attention, la coordonnée radiale r n'est pas une distance entre l'origine et un point donné. Il faut faire attention. Si je prends un point de coordonnée radiale r, à ce moment-là, si je garde la coordonnée constante r, t constant aussi, et que je considère un cercle, c'est-à-dire que je fais varier l'angle θ, ou l'angle phi. Enfin, on pourrait supposer qu'on est à θ égale pi sur 2 sur l'équateur, et qu'on fait varier phi, et on pourrait se demander, mais quel est le rayon du cercle? L'intégrale, non, pas le rayon, excusez-moi, la circonférence du cercle, donc l'intégrale de la distance autour du cercle, vient en raison de cette forme de l'élément de distance et du fait qu'on a r carré fois d phi carré avec à l'équateur, ça me donnerait 1 ici. Mais j'ai r d phi comme élément de distance et visiblement en intégrant de 0 à 2pi, la circonférence du cercle serait 2pi fois r. Mais r ne serait pas, petit r ne serait pas le rayon du cercle. Le rayon du cercle serait obtenu en calculant la distance entre l'origine et la circonférence du cercle, entre le cercle lui-même et l'origine. Et ça, ce serait donné par l'intégrale de cette quantité, enfin de la racine carrée de cette quantité, sur petit r, entre 0 et petit r. Donc j'aurais le rayon du cercle qui serait donné par ça ici. Donc je prends l'élément de distance radiale, serait racine de b fois dr, et je devrais l'intégrer entre 0 et r pour avoir le rayon. Bon, on va poursuivre maintenant le raisonnement de Schwarzschild pour résoudre les équations d'Einstein. Donc, on va supposer, hypothèse supplémentaire, qu'on a une situation statique, c'est-à-dire que rien ne dépend du temps. Donc, on va supposer que les fonctions A et B ne dépendent pas de t. Donc, on a une expression pour le tenseur métrique qui dépend des fonctions inconnues A et B, qui dépendent de R. Donc, on devrait écrire les équations d'Einstein. Pour écrire les équations d'Einstein, on a besoin de connaître la forme du tenseur de Ricci dans le cas de cette métrique. Et donc, il faudrait exprimer toutes ces quantités, les symboles de Christoffel, le tenseur de Riemann, le tenseur de Ricci, en fonction de A et de B. Et ça, évidemment, on ne le fera pas à la main, on va le faire à l'aide de notre outil de calcul symbolique. Alors, ce que je vais faire ici, c'est simplement vous donner les résultats. Il y a un fichier, un carnet Python dans lequel c'est fait sur Moodle et qui donne les détails. Donc, je ne le referai pas à chaque fois une démonstration du calcul analytique symbolique parce que donc c'est le même programme qui est toujours utilisé. La seule différence, c'est qu'on définit la métrique différemment dans la première cellule de calcul. Donc, je vous donne simplement les résultats ici. Donc, on a ici la liste de tous les symboles de Christoffel qui ne sont pas zéro, et donc ils sont fonction des coordonnées et de ces fonctions inconnues A et B et de leur dérivée. Donc ce que j'appelle A' ici, c'est la dérivée de A par rapport à R et idem pour B'. À partir de là, les composantes du tenseur de Ricci sont données par ces expressions. Un peu compliquées, mais bon, tout à fait gérables.
Et donc, à partir de là, on va faire quelques combinaisons qui vont simplifier un peu ce système. Par exemple, si on prend la combinaison R00 plus A sur B fois R11, donc ça ici, plus A sur B fois ça, il y a une certaine similitude entre les deux équations, et en multipliant la deuxième par A sur B, on se trouve à pouvoir profiter par exemple, de la similitude de ces deux termes-là. Donc, quand on fait cette combinaison, on calcule R00 plus A sur B R11, évidemment, c'est encore égal à 0, et on trouve cette équation. BA' plus B'A est égal à 0. Et ça, c'est rien d'autre que la dérivée de A fois B. Ce qui veut dire que A fois B est une constante, puisque sa dérivée est nulle. Cette constante, on va l'appeler alpha, disons. Et donc, on a une première simplification, c'est-à-dire que B est égal à alpha sur A. On pourrait aussi, et on va réserver ça pour plus tard, diviser cette équation-là par le produit AB, et on obtient cette relation A' sur A plus B' sur B est égal à 0. Donc, sachant que B est égal à alpha sur A, on va retourner ici, considérer cette composante, R22, et substituer cette expression dans cette composante. Quand on fait cette substitution, on trouve cette relation ici, en fait cette expression, 0 est égal à 1 moins A sur alpha moins RA sur 2 alpha fois A' sur alpha fois 2. Bon, on simplifie un peu, on trouve ceci, en d'autres termes, cette relation. Donc, on trouve ceci. A plus R fois A' égale alpha, ce qui aussi peut s'écrire la dérivée de RA est égale à alpha. Donc, RA est égal à alpha fois R plus une constante. Cette constante, on décide de l'appeler K fois alpha, donc on pourrait écrire la solution comme ceci. C'est donc que la fonction A peut s'écrire comme ça. Alpha fois 1 plus K sur R. J'ai isolé A, donc je divise par petit r et ainsi de suite. Et B serait, en vertu du fait que B est égal à alpha sur A, B serait égal à 1 plus K sur R à la moins 1. Bon, magnifique. Comment fait-on pour déterminer les constantes alpha et K? On prend la limite non relativiste. Donc, dans cette limite non relativiste, on sait que G00 est égal à 1 plus 2 phi. Phi étant le potentiel gravitationnel. Donc, dans cette limite, donc G00, qu'est-ce que c'est? C'est A. Si j'avais effectivement une masse m au centre à l'origine, je sais que le potentiel phi serait donné par cette expression, moins m sur r, encore une fois, on est en unité géométrique, donc G majuscule, la constante de Cavendish est égale à 1. Donc j'aurais cette expression, et donc j'aurais pour ceci 1 moins 2m sur r. Donc c'est tout à fait semblable à cette forme, pourvu que alpha soit égal à 1 et que la constante K ici soit égale à moins 2 fois la masse. Donc, j'ai une solution qui a du sens et qui se raccorde avec ce que l'on connaît de la gravité newtonienne, du moins donc dans la limite non relativiste. Mais c'est ici une limite suffisante pour fixer les valeurs des constantes K et alpha. J'ai pas, même si je ne suis pas dans cette limite, il faut que ces constantes soient des constantes, et donc la valeur que je trouve dans la limite non relativiste est quand même la bonne. Donc, pour terminer tout cela, donc je n'ai qu'à substituer ces valeurs dans A et B, et la métrique, la solution finale, est donnée par cette expression. L'élément de longueur, donc, est donné par donc le tenseur métrique, si vous voulez, est donné par ça. La composante temporelle est donnée par 1 moins RS sur R, où j'ai défini RS comme étant 2 fois la masse.
RS est aussi ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild ou encore le rayon gravitationnel. J'aurai une composante radiale donnée par la fonction inverse et bien sûr les composantes angulaires habituelles. Ce RS, donc 2 fois la masse, est une expression obtenue dans les unités géométriques. Si j'avais utilisé les unités SI au lieu des unités géométriques, j'aurais plutôt cette expression-ci. Donc, j'aurais 2 fois la constante de Cavendish fois la masse divisée par le carré de la vitesse de la lumière. Le rayon de Schwarzschild associé à la Terre est de 9 mm. Celui du Soleil est de 3 km. C'est donc que ce rayon se situe bien à l'intérieur des objets eux-mêmes, et donc le concept n'est pas applicable, puisque la métrique de Schwarzschild requiert qu'on soit dans le vide, c'est-à-dire que le tenseur d'énergie-impulsion soit nul. Par contre, il existe des objets qu'on appelle les trous noirs, pour lesquels le rayon signifie quelque chose vraiment, puisque ces objets ont un rayon ou sont contenus à l'intérieur du rayon de Schwarzschild. La caractéristique essentielle de la métrique de Schwarzschild est le fait que les coefficients de G00 et de G11 changent de signe lorsque la coordonnée R devient inférieure à RS. Comme si le rôle du temps et de R s'est changé à ce moment-là. Il ne faut pas donner à ces coordonnées, T et R, une interprétation trop immédiate. En fait, ce ne sont que des coordonnées. Leur seule qualité ici, c'est de respecter cette symétrie sphérique qu'on a placée, qu'on a exigée dès le début. Mais les coordonnées elles-mêmes n'ont pas de sens physique. Et c'est vrai, dans la théorie de la relativité générale, en tout temps, il ne faut pas interpréter ou surinterpréter les coordonnées. Dans le cas de cette métrique, si R est grand par rapport à RS, alors la métrique devient la métrique de Minkowski, n'est-ce pas? Donc si R est très grand par rapport à RS, les facteurs qui sont ici deviennent négligeables et la métrique redevient celle de l'espace-temps plat. Dans ce cas, la coordonnée temporelle T a l'interprétation du temps propre d'un observateur immobile. Donc, un observateur immobile assez loin du centre d'attraction, donc pour R très grand par rapport à RS, un temps propre égal à T, et c'est donc ça le sens de la coordonnée T, le sens physique. De même, la coordonnée radiale serait dans ce cas-là une distance radiale et aurait aussi un sens physique. Mais dès que l'on s'approche trop du rayon de Schwarzschild, ces coordonnées perdent le sens physique. On verra plus tard qu'on peut définir d'autres coordonnées qui nous permettent de mieux interpréter ce qui se produit non seulement à proximité de ce qu'on appelle l'horizon, c'est-à-dire le rayon de Schwarzschild, mais à l'intérieur même de ce qu'on appellera le trou noir, c'est-à-dire quand R est plus petit que RS. Voilà, merci de votre